Dans ton cab par Align Technology, c'est la série qui vous plonge chaque mois dans le quotidien des orthodontistes à travers le regard d'experts sur l'actualité du secteur, ses bonnes pratiques et ses innovations. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ton cab, un épisode dédié à l'exploration des cas complexes en dentisterie et à la richesse qu'apporte la multidisciplinarité dans leur prise en charge. Alors comment identifier ces situations particulières et rassembler les expertises, construire un parcours de soins fluide, cohérent et performant? C'est ce qu'on va voir dans ce 8e épisode avec les docteurs Verdal qui nous accueillent dans ces locaux et le docteur Darquet et qui partagent avec nous leur quotidien de praticiens engagés dans la collaboration interdisciplinaire. Alors, docteur Verdal, je vais vous présenter. Vous êtes donc chirurgien, dentiste, ancienne interne avec exercice limité à la parodontologie et l'implantologie en chirurgie avancée. Vous exercez en pratique libérale exclusive depuis 2007 à Bordeaux et vous avez été assistant hospitalo-universitaire en parodontologie et depuis 2008, vous êtes également enseignant à temps partiel à l'université de Bordeaux, toujours en parodontologie. Et en plus de votre activité clinique, vous êtes responsable des formations PerioWorks et Immersion Implant. Merci de nous accueillir ici dans votre cabinet. Docteur François Darquet, bonjour à vous. Vous êtes donc chirurgien dentiste spécialisé en orthopédie dentofaciale. Vous exercez aussi à Bordeaux. En plus de votre activité libérale, vous êtes chargé d'enseignement à l'université de Bordeaux et praticien hospitalier à l'UFR Dontologie. Vous êtes également auteur d'articles spécialisés et d'un livre qui s'appelle Mini-implant orthodontie de demain, qui est paru aux éditions Quintessence et qui traite notamment de l'utilisation des mini-vis en orthodontie, on va en reparler. Vous proposez des traitements orthodontiques pour les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes, et vous utilisez des techniques modernes telles que l'orthodontie linguale et les aligneurs transparents, et vous accordez d'ailleurs une attention particulière à l'esthétique et au confort des patients en intégrant les dernières innovations numériques pour planifier et visualiser les plans de traitement. Alors on va commencer par rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, en essayant de voir quand est-ce qu'une pathologie nécessite l'avis d'une autre spécialité, quand est-ce qu'il y a une nécessité justement de multidisciplinarité. On va essayer de faire un tour d'horizon des différents cas. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer quel type de pathologie ou de situation impose justement pour vous d'aller chercher l'avis d'un confrère ? Moi, je pense qu'il y a plusieurs types de patients. On ne peut pas résumer une typologie particulière, mais je dirais qu'on a 3 types de patients. Un patient qui est déjà envoyé par le parodontologiste, c'est-à-dire qui a finalement un environnement tissulaire qui est assaini, peu d'inflammation. Et finalement, je commence le traitement orthodontique avec un terrain sain. À moi, après, à évidemment élaborer une stratégie orthodontique. Deuxième type de patient, je dirais que c'est peut-être les patients qui sont envoyés pour des raisons prothétiques, c'est-à-dire qu'il y a des édentements, il y a des dents délabrées, il y a des... Et pour réaliser cette prothèse, finalement, pour l'optimiser, pour la pérenniser, eh bien, finalement, le patient vient consulter avec une lettre du correspondant et finalement, je dois élaborer un plan de traitement. Dans cette situation-là, on va le voir après, finalement, le troisième type de patient. Le troisième type de patient, c'est les patients qui viennent pour l'esthétique pure. Ils viennent me voir en me disant je veux arranger ce sourire qui se dégrade depuis des années ou que je n'ai pas eu la chance d'avoir un traitement orthodontique jeune. Et dans ce cas-là, évidemment, ce sont souvent des patients, d'ailleurs, les aligneurs nous ont amené beaucoup de patients comme cette typologie 3, c'est qu'on a des patients adultes qui n'ont aucune connaissance finalement du terrain. Donc dans le cas 2 ou 3, c'est-à-dire prothèse ou esthétique, eh bien, je suis obligé de faire un diagnostic parodontal et d'élaborer une stratégie en multidisciplinarité. Donc là, effectivement, dans le patient 2 et 3, sachant qu'il y a toute une éducation à faire pour envoyer après et qu'il soit convaincu qu'on a besoin du travail d'un praticien spécialiste. C'est quoi les signes justement? Comment est-ce que vous repérez qu'un dossier dépasse le cadre de votre spécialisation? Eh bien, on doit quand même avoir quelques connaissances parodontales. Je pense qu'on doit connaître notre spécialité, chacun.
On a un certain protocole, on a besoin de regarder la gencive, de regarder l'état alvéolaire, c'est-à-dire l'état dentaire et alvéolaire, et de voir finalement si le terrain est favorable pour l'orthodontie. On en reparlera après, mais tout ça est bien cadré par des protocoles et même des études de cohorte, de cas cliniques. On a besoin de cette multidisciplinarité pour arriver à la réussite du traitement. L'orthodontie peut être délétère, donc si le terrain n'est pas préparé, on ne peut pas finalement construire une maison sans un terrain assaini. C'est assez logique. Donc c'est comme ça que quand je vois des pathologies, que ce soit de la gencive, que ce soit de la muqueuse, que ce soit de l'os alvéolaire, bien j'envoie directement à Pierre-Marc. Vous êtes d'accord avec ça, docteur Verdal? C'est ces cas spécifiques où il y a besoin d'une collaboration entre vous? Alors, je suis tout à fait d'accord. Moi, je rajouterais un 4e type de patient, qui est le patient qui est adressé chez l'orthodontiste par un praticien, par un omnipraticien, mais chez qui le dépistage ou le diagnostic n'a pas été fait, comme malheureusement c'est souvent le cas. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec François Darquet, l'orthodontiste doit avoir un rôle de dépistage. Est-ce qu'il y a eu des changements, des évolutions ces dernières années justement sur cette façon de collaborer, cette multidisciplinarité? Est-ce qu'il y a plus de dépistage qui se fait? Nous, en orthodontie, on a une évolution qui est sur le fait qu'on peut traiter des cas qu'on ne traitait pas auparavant. C'est-à-dire que techniquement, l'orthodontie a progressé. Et on a des patients qui arrivent et qui nous disent « Ah ben moi, on ne m'a jamais dit que ma déformation pouvait être traitée. » Parce qu'il faut savoir que ces situations avec des parodontes diminués, donc une gencive pathologique ou un os alvéolaire, ont des répercussions sur la position des dents qui peut être dramatique, voire très inesthétique. Et les gens sont désespérés sur le fait qu'ils vont, selon eux, perdre leurs dents et avec des transitions très inesthétiques. Donc l'orthodontie est venue par sa technique traiter ces gens qui auparavant étaient quand même assez contre-indiqués, du moins dans la difficulté technique de l'orthodontiste. Mais ça fait très longtemps que qu'on sait qu'on peut traiter des patients qui sont compromis sur le plan parodontal, que le prérequis c'est qu'ils soient assainis. Quels sont les bénéfices que vous observez en travaillant en pluridisciplinarité? Est-ce que ce soit pour vous ou pour le patient, qu'est-ce que ça change concrètement? Moi, pour ma part, c'est que je dépiste mieux, tout simplement. C'est-à-dire que je vois mieux peut-être les situations, sans aller jusqu'à envoyer systématiquement. J'ai quand même une expertise un peu plus importante du travail du spécialiste. Donc ça, je pense qu'il faut un minimum de connaissance de chaque spécialité. Absolument. Et c'est vrai dans les deux cas. En fait, c'est comme tout, c'est des process qui s'apprennent. Au début, je pense que nos traitements pluridisciplinaires, ils duraient plus longtemps. Aujourd'hui, on s'articule mieux, donc il y a moins de perte de temps entre les rendez-vous, et c'est bête, mais ça joue. On peut gagner facilement 5-6 mois si on se coordonne bien. Et puis nous, un patient en tout cas pour nous, le patient qui va franchir le cap, ne serait-ce que déjà de prendre rendez-vous chez l'orthodontiste à l'issue d'une consultation, ça veut dire déjà il y a réfléchi et qu'il est pas fermé. Et si on lui donne déjà des indications sur la nature du traitement, la durée du traitement, le coût du traitement, parce que c'est quand même une clé, c'est pas pris en charge chez l'adulte, donc c'est important qu'il le sache, et qu'il y va, il a encore des filtres qu'il a franchis pour y aller. Donc on devient meilleur, je pense, aussi sur la capacité à emmener le patient à y aller et lui montrer les bénéfices qu'il en tirera. Je pense que si on a un langage commun, le patient est plus en confiance. Il n'est pas dans la découverte du protocole. Et ça, c'est capital d'avoir la confiance du patient parce que c'est quand même des longs parcours. Est-ce qu'il y a des choses justement qui peuvent faire échouer cette collaboration entre deux praticiens? Au début, je pense, parce que peut-être qu'on n'a pas accordé nos violons. Après, je crois qu'une fois on sait ce que l'autre, en fait, grosso modo, on sait quasiment ce que l'autre va dire au patient quand il va arriver, quand on a l'habitude de travailler ensemble. Donc, logiquement, on ne doit pas trop. Et régulièrement, on se pose des questions. Enfin, on en parlera. Je pense que quand on a l'habitude de travailler ensemble, les questions de est-ce que je le fais avant ou après, elles se posent plus tellement. On le sait d'avance, mais
au début, il faut se roder. Enfin, c'est comme toute routine, au début, elle se travaille, quoi. Le fait que vous ne travaillez pas dans les mêmes structures, dans 2 endroits différents, vous arrivez à communiquer. J'imagine qu'il y a une importance de la communication. Non, mais après, il y a des échanges de courrier. Aujourd'hui, on a les photos. François, ses empreintes, elles sont digitalisées, donc il peut nous transmettre. Enfin, on a quand même aussi une base de données qu'on peut consulter à tout moment avec les mails, les photos, tout ça le patient arrive, on le découvre pas quand il arrive. Et ça, c'est sans doute une des clés. C'est que quand il y a un patient de François qui arrive au cabinet, il a l'impression qu'on le connaît. Et c'est vrai que pour un patient, c'est hyper rassurant de se dire oui, il y a plusieurs établissements. Par contre, j'ai pas l'impression que je suis dans plusieurs établissements parce que les gens entre eux ils communiquent et si on communique bien, ça se sent. Est-ce que vous avez des règles d'or pour finir sur ce sujet d'une collaboration réussie ? Est-ce qu'il y a des règles d'or un peu implicites pour que le travail entre les différents praticiens interdisciplinaires il reste justement fluide et efficace ? Non, je pense que la règle d'or, c'est la communication, et que le patient sente que ça communique. Si on perd pas le patient, en général, ça se passe bien. Et s'il comprend que de temps en temps, c'est pas des traitements où ça roule tout le temps, il peut y avoir des petits imprévus. Il faut que ça ait été évoqué au début, mais si on communique bien... Après, nous, pour notre cas, c'est vrai qu'on traite pas trop des patients. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas tellement des patients où on est dans l'esthétique. On est plus dans le côté sauver les dents, garder les dents. Et ceux-là sont, je pense, moins... pénible entre guillemets que le patient qui vient pour l'esthétique, du détail, où là il y a une vraie attente, c'est un peu différent. C'est pour ça que j'ai défini 3 types très qui différents. Psychologiquement sont très différents. Alors, est-ce que justement, on va passer peut-être à des cas concrets pour bien comprendre de quoi on parle ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter certains cas qui illustrent ce que vous venez de décrire et qui nécessitent une collaboration entre vous ? Si on peut trier ou diviser, je dirais, les patients, il y a les cas de patients qui ont une maladie parodontale qu'il faut stabiliser, et puis après il y a les cas de patients qui ont des problèmes gingivaux, des récessions ou des problèmes d'épaisseur de tissu qu'il faut améliorer pour que l'orthodontie puisse prendre le relais, et puis après il y a des cas plus complexes, ça c'est vraiment François qui en parlera. Sur le volet assainissement, tous les patients, on l'a dit tout à l'heure, ou 75% des patients quasiment ont des soucis de déchaussement, donc le but c'est que on les prenne en charge et que on communique, qu'on donne le feu vert à l'orthodontiste pour qu'ensuite il démarre et que nous on les voit en maintenance de routine tous les 6 mois. Et ça, voire un peu plus fréquemment quand il y a de l'orthodontie. Parce que ça peut... les dispositifs d'aligneur ont un peu réduit ce temps-là, parce que c'est moins encombrant et le patient peut nettoyer plus facilement. Et il faut reconnaître que c'est un plus. Mais il ne faut pas perdre de vue que nous, le patient, on le voit tous les 6 mois en pratique. Pour ma part, le patient qui arrive en orthodontie, il a une demande aussi esthétique de l'outil orthodontique. Donc... moi, je propose un certain nombre d'outils qui sont esthétiques. Donc, par exemple, le lingual, je trouve que c'est un petit peu difficile avec un parodonte diminué parce qu'il y a des interférences et prématurités, c'est-à-dire des contacts un petit peu délétères. Après, les aligneurs sont intéressants jusqu'à une mobilité qui ne soit pas trop importante. Il faut savoir que l'aligneur, vous l'enlevez et vous le remettez. Périodiquement dans la journée et qu'il peut y avoir une déstabilisation. Donc quand il y a déjà une mobilité importante, c'est un peu plus compliqué. Mais il n'y a pas de contre-indication après majeure. Oui. Vous parliez justement des problèmes qui vous amènent à collaborer. Souvent, c'est donc des problèmes de déchaussement, de gencives. À quel moment est-ce que les greffes de gencives, elles sont nécessaires ? Alors, la greffe de gencives, c'est un volet un tout petit peu différent. Juste pour terminer, si je me permets, mais pour terminer sur le déchaussement, en fait, il y a des migrations. En fait, la maladie parodontale, le déchaussement, il a des conséquences qui sont des migrations des dents. Quand la dent, elle perd de son support, elle a tendance à se déplacer. Et tout ce qui est migration, égression, apparition d'espace entre les dents, nous, ça va être le moment où on va passer le relais à l'orthodontiste, une fois assaini bien sûr, mais c'est vrai que les migrations suite à la maladie parodontale, c'est, je dirais, à partir du stade 3 ou du stade 4 de la maladie, et c'est vraiment important de savoir pour les gens qui écoutent, il y a des migrations tout le temps, et que l'indication du traitement, elle est stabiliser le déchaussement, mais que le traitement pluridisciplinaire, c'est une recommandation de la communauté scientifique, et que c'est pas une lubie de praticiens comme ça qui discutent, c'est que c'est acté comme tel. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'ancrer et pas se dire « Ah mais je sais pas, j'hésite ». Non, on n'hésite pas, on stabilise et après, on adresse à la personne qui sait faire, à l'orthodontiste,
Ça, Voilà, ouais. ça me semble vraiment important. Ouais, Ouais. je pense que la migration, c'est vraiment la maladie parodontale et il y a dans le traitement des migrations toute l'orthodontie et tout le panel que doit avoir l'orthodontiste. C'est-à-dire on a une dérive importante des dents antérieures due à ce manque de résistance du tissu osseux. Donc ça peut être très inesthétique, très inesthétique. Il y a souvent des édentements aussi avec des diminutions de la dimension verticale, donc édentement molaire, avec des modifications des inclinaisons molaires, des égressions molaires. Tout ceci doit être pris en compte dans la stratégie de traitement. Et c'est finalement par secteur, par zone, que je vais adresser à Pierre-Marc en lui disant, voilà, là j'ai une situation avec un os, voilà, là j'ai une gencive qui est déficiente. Que peut-on faire avant Et donc moi, suivant le type de mouvement que je vais réaliser, parce qu'il y a des mouvements à risque et des mouvements salutaires, lorsque le mouvement va être à risque, eh bien j'envoie à Pierre-Marc en lui disant, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer la gencive ou est-ce qu'il ne faut pas renforcer l'os avant que j'entreprenne ce traitement, une fois le traitement assaini, hein. Voilà, et là on refait un point pour démarrer mon traitement. Et vous, alors, comment est-ce que vous décidez à ce moment-là? Qu'est-ce qui se met en place? Alors, en fait, sur le plan de l'épaisseur des tissus, nous, on va... Alors, en général, si c'est un orthodontiste qui a l'habitude et qu'on communique ce qu'on évoquait tout à l'heure, en règle générale, il sait très bien quand est-ce qu'il va nous demander de faire de l'orthodontie. Concrètement, il va y avoir plusieurs mouvements. Soit le mouvement de l'orthodontiste, ça va être un mouvement d'expansion qui va avoir du coup tendance à marquer encore plus les problèmes de récession. Et dans ce cadre-là, il vaut mieux que nous on renforce le parodonte en amont de son traitement. Comme ça, quand le patient reprend l'ortho, il a un parodonte qui a été bien épaissi par les greffes. Si c'est un mouvement qui va avoir tendance à corriger plutôt le défaut ou à aligner davantage les dents et nous permettre de faire la greffe mieux dans un deuxième temps, dans ces cas-là, ortho d'abord et nous ensuite. Et puis il y a un troisième cas qu'aujourd'hui, avec le recul et les échecs, c'est le cas où ils font fait avant et après, parce que c'est un peu trop de geste pour commencer sans la faire, mais on sait qu'en cours d'orthodontie, il va quand même y avoir des déplacements sur des parodontes qui sont vraiment fins au début, et moi je sais que maintenant je les rajoutais de temps en temps, on dit on va faire avant, et je préfère qu'on ait prévu après. Si c'est pas prévu, en fait, c'est vécu par le patient comme un échec quand on lui redit. Et alors que si ça a été anticipé, il a dit vous me l'aviez dit, ok. Et puis d'un point de vue, on en revient toujours au coût. C'est des choses qui sont pas prises en charge par la Sécu. Rajouter des lignes en cours de route, ça fait plaisir à personne. Donc c'est important que le patient il en ait notion. Et dans ces cas-là, c'est bien vécu. Quand vous revenez sur ces cas, que vous prenez un peu de recul, à votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence dans votre manière de collaborer? Qu'est-ce que vous avez appris finalement en vous confrontant à d'autres disciplines? Je dirais que c'est la confiance du patient quand il arrive, il est dans le traitement, quoi. Donc nous c'est très motivant. C'est très motivant d'avoir un patient qui n'est pas en opposition, quoi. Et moi je trouve et en plus il y a une grande utilité du métier pour ces patients-là, énorme, par rapport à la rotation de l'incisive latérale de la jeune fille qui fait un selfie, qui se dit ah non là ça va pas. Voilà, c'est un peu plus noble comme métier. Donc voilà, c'est ça, moi, qui me donne du cœur à l'ouvrage. On a parlé rapidement vous avez répété plusieurs fois l'importance de la communication dans cette multidisciplinarité. Je voudrais qu'on parle de l'expérience et de la prise en charge du patient, vraiment, dans ce parcours. Comment est-ce que vous présentez concrètement un traitement multidisciplinaire à un patient? Comment est-ce que vous abordez les questions du coût, de la temporalité, de coordination? Moi, soit le patient, donc on va revenir au type de patient, c'est-à-dire que soit le patient est déjà assaini et envoyé par Pierre-Marc, soit c'est un patient que je dois adresser à Pierre-Marc parce qu'il n'a pas conscience de son état parodontal. Donc là, c'est un petit peu différent. Je veux dire que le patient qui est assaini et qui arrive chez moi a déjà une confiance. Oui. Et déjà motivé, surtout si la préparation initiale s'est bien passée. Ça, c'est un gage d'une bonne collaboration du patient. Inversement, si le patient vient pour des soins prothétiques et qu'il n'y a pas eu ou esthétiques, il y a des soins parodontaux, moi, j'ai beaucoup de PowerPoint parce que, avec toutes les interventions que je fais, je montre vraiment des PowerPoint et je vais dans
une certaine complexité. Je n'hésite pas à aller dans une certaine complexité. Notamment, par exemple, je leur montre les bénéfices d'une bonne collaboration. Je leur montre aussi les risques du traitement orthodontique. Je leur montre les limites aussi, puisque nous, c'est du mouvement, hein, donc, et les limites de certains mouvements et la difficulté de traitement. Et parfois, je vais même jusqu'à leur montrer et leur exposer toutes les solutions, même les plus difficiles. Et vous, Dr Berdel, pour communiquer avec vos patients sur tous ces aspects? Nous, alors la présentation du coût, en réalité, comme on parle d'adultes et que ni chez l'orthodontiste, ni chez le parodontiste ou l'implantologue, il y a de prise en charge, malheureusement, c'est pas que pour ces patients-là qu'on y est confronté. Ouais. Enfin, la présentation d'un devis, elle est de toute façon systématique. Donc ça, je dirais qu'il n'y a pas de souci. Et si on a un souci à le présenter, je pense que ça veut dire qu'on a un souci avec sa thérapeutique, parce que si on a confiance en ce qu'on fait et qu'on trouve qu'on est droit dans nos bottes avec les honoraires qu'on pratique, logiquement, c'est pas tellement un souci. Après, le fait de... Nous, la plus grosse difficulté, elle est de faire franchir le cap au patient de prendre rendez-vous chez l'orthodontiste. Mais en même temps, voilà, le patient qui veut pas, l'orthodontiste a autre chose à faire que de faire une consultation pour rien. Le patient, s'il veut pas y aller, faut pas le forcer. Enfin, nous, on lui soumet des trucs en lui donnant quand même bien les notions, les contraintes, la durée, le coût. S'il y va, il faut qu'il soit volontaire. On n'est pas là pour les brusquer, pour les forcer. On est là pour leur expliquer qu'il y a un réel intérêt pour eux. Ouais. Ils y vont, c'est très bien, et on est hyper content de les traiter. Ils y vont pas, il vaut mieux qu'ils y aillent pas, parce que s'ils se sentent forcés... Mais par contre, c'est pas rare qu'ils y reviennent. Comme nous, on les revoit en maintenance de toute façon tous les 6 mois, on va remettre une petite couche. Et alors, on avait parlé d'orthodontie la dernière fois, vous y avez réfléchi peut-être entre-temps, et peut-être que c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans après que le levier va se... Parce qu'ils voient que, pour le coup, sur la maintenance, ça fait 3-4 ans qu'on le fait, qu'ils sont stabilisés, ils se disent, maintenant, peut-être que je suis prêt pour l'ortho, ça arrive aussi. Il n'y a pas de règle... Est-ce qu'il y a justement une notion de personnalisation du traitement? Parfois, est-ce que vous avez à adapter les plans de traitement en fonction du retour du patient? Alors, je pense que la numérisation est venue personnaliser vraiment le traitement. Savoir qu'un patient qui est assaini, donc pour lequel je dois faire une réflexion stratégique et une stratégie biomécanique, puisque moi, c'est le mouvement, hein, eh bien, je me base sur des PowerPoint, évidemment, des situations cliniques analogues. Et après, je peux montrer la simulation du traitement. Donc, le premier rendez-vous, c'est une prise d'une empreinte optique. Puis, le deuxième rendez-vous, qui peut être téléphonique d'ailleurs, à distance, où je montre la simulation du traitement. Et là, je vais dans le détail sur le type de mouvement, l'amplitude du mouvement, les dents à préserver, les dents à corriger. Et ça, c'est de la vraie personnalisation pour montrer aux patients la complexité, les difficultés. Si je dois mettre des accessoires que sont les mini-implants, voire quelques petites bagues, parce qu'il y a des gens qui sont hostiles aux bagues, et je leur dis, écoutez, non, l'aligneur ne peut pas tout faire, il faut avoir parfois des traitements un peu hybrides. Et ça, c'est l'avenir des traitements hybrides, pour arriver à... Donc, le numérique vient vraiment apporter beaucoup sur la compréhension et la numérisation du traitement, ça c'est clair. Est-ce que justement quand plusieurs praticiens travaillent ensemble, vous gérez différemment les ajustements de traitement? La difficulté, elle est souvent de caler les 3 agendas, parce qu'il y a un agenda des 2 dentistes, enfin le dentiste et de l'ortho, du patient en plus, c'est des patients qui bossent, hein, les adultes, c'est pas des enfants, donc ils ont leur emploi du temps aussi, donc c'est des choses, une fois que c'est démarré, c'est vrai qu'il y a un timing qui est prévu, et nous, typiquement, les traitements de maintenance, en général, d'une maintenance à l'autre, on fixe le rendez-vous à l'issue pour les 6 mois d'après et ainsi de suite. Donc, cette récurrence, elle est anticipée. Après, il y a un paramètre qu'on ne peut pas toujours anticiper, c'est l'imprévu de ce type de traitement, parce que c'est quand même des traitements un peu plus lourds. Et nous, il y a certaines dents qu'on conserve en disant, attention, celle-ci, on va la garder autant que possible, mais on n'est pas devin et on est quand même sur des fois des cas un petit peu limites. Comme ce qu'on évoquait tout à l'heure, je pense que si le patient, on a envisagé le coup d'après et qu'on lui a dit, le jour où on la perd, on prévoit un implant et vous avez déjà eu le devis pour cet implant, si jamais il est nécessaire, on a ouvert la porte d'après, il est au courant, sur le plan financier, il a l'info, et si on la garde, très bien, mais si jamais on y vient... Donc c'est peut-être ça la variante, c'est d'anticiper quand même le moment où ça se passe pas bien et où que le patient il dit, ça c'est un point important. Vous me l'aviez dit, donc je le savais, je suis pas surpris, et l'expérience elle est aussi à
peut-être mettre un petit peu plus de points d'interrogation au début, et le patient qui accepte pas du tout l'interrogation ou l'inconnu, faut pas qu'il y aille. Il y en a un peu, il y a une part quand même d'aléa. Tu as raison, c'est-à-dire que une perte de dents pendant le traitement, c'est vécu comme un échec, mais si on n'a pas dit auparavant. Mais là aussi, il y a des techniques qui ont progressé, qui permettent de garder les dents, de moins solliciter les dents. Ça, c'est le clean check, c'est les ancrages osseux. C'est-à-dire qu'on peut très bien, sur une dent très fragile, la ménager sur les traitements. Voilà, alors il faudrait rentrer dans le côté technique. Je ne sais pas si vous voulez qu'on y rentre un peu plus, mais au niveau ancrage, on a des ancrages, on a besoin de s'appuyer sur les dents pour bouger d'autres dents, et ces ancrages sont vraiment fragiles, hein. C'est pas la tour de Pise, mais presque. Et ces ancrages-là, il faut les renforcer, tant au niveau paro, au niveau alvéolaire, mais les mini-vis permettent d'avoir une stratégie biomécanique qui soit adaptée au cas clinique. Comment est-ce que vous gérez les ajustements quand il y a plusieurs praticiens concernés finalement ? Nous, en termes de timing, je dirais que sur le traitement parodontal, dans tous les cas, orthodontie ou pas orthodontie, on sait qu'on va revoir nos patients tous les 6 mois pour les traitements de maintenance, d'entretien. Donc on n'a pas tellement d'ajustements par rapport à l'ortho. Ça va être peut-être augmenter leur fréquence de temps en temps parce que ça justifie un petit peu plus le patient orthodontique. Encore qu'avec les aligneurs, ils ont un accès au brossage qui est bon à la maison et c'est facilité par rapport aux bagues. Donc c'est vrai que c'est des patients où nous, on a assez peu d'ajustements. C'est plus quand il y a des implants où là, on va être amené vraiment à un ping-pong un peu plus récurrent avec l'orthodontiste. Mais sur la parodontologie, pas tellement. Uniquement sur les greffes, mais on en a parlé déjà. Est-ce qu'on les fait avant ou après? Ça, c'est anticipé en début de traitement. Est-ce qu'on peut parler du suivi post-traitement? Alors, comment ça se passe quand vous êtes plusieurs praticiens à collaborer sur un même cas? Quand le traitement est terminé, finalement, qui prend le relais? Moi, quand c'est moi qui adresse, en tout cas, il y a un point qui est hyper important, c'est la contention. Ça, ouais. Et nous, après, de toute façon, le suivi de la maladie parodontale, il est mis en place. Et lui, il continuera au-delà du traitement d'orthodontie. Donc, c'est pas rare que ces patients, on les voit après en termes de suivi orthodontique. Je laisse François parce que je sais pas ce qui est... Au niveau stabilisation, là aussi, il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés avec le numérique. Auparavant, alors le principe de la stabilisation du mouvement, c'est que comme on a une fragilité parodontale, évidemment, la stabilisation, elle doit être immédiate. Dès la fin du traitement, la fin du mouvement. Pour conclure, docteur Darquet, est-ce que vous pourriez nous expliquer un cas concret qui illustre un peu tout ce qu'on vient d'expliquer? Oui, alors j'ai donc à l'écran un cas clinique assez complexe, qui est peut-être un des plus hauts niveaux de la complexité, mais qui illustre, je pense, l'alliance entre la parodontologie et l'orthodontie, et on peut rentrer un peu plus dans la technique orthodontique. Donc, c'est un patient qui a été stabilisé et assaini au niveau parodontal, donc je peux entreprendre un traitement. Vous voyez qu'il y a moins d'inflammation, on voit bien... la récession très importante au niveau de l'incisif. On voit les pertes alvéolaires importantes, les embrasures qui montrent qu'il n'y a plus aucune papille. Et donc ce patient consulte pour la deuxième partie, c'est-à-dire l'aménagement de son sourire, de l'esthétique. C'est un patient complexe parce que vous voyez qu'il y a un contact dentoparodontal, c'est-à-dire qu'il y a un contact entre les incisives mandibulaires et le palais, et ce contact est absolument destructif pour le parodonte. Donc vous voyez les migrations qui ont lieu sur les incisives maxillaires avec une égression considérable de la 21 par rapport à la 11. Donc on est dans un cas complexe, et on peut voir sur la diapo suivante qu'on a une déformation considérable de l'arcade. On a une vraie marche occlusale, c'est plus des courbes physiologiques, c'est une marche occlusale et un encombrement majeur. Donc
là, on a une forte demande du patient au niveau esthétique. Et on sait que l'orthodontie, là, elle a un rôle étiologique. C'est une orthodontie presque tissulaire, puisqu'on va permettre d'aligner les dents, d'avoir une meilleure hygiène, d'avoir une meilleure répartition des contacts. Donc, ce traitement a été entrepris avec des aligneurs et le traitement a consisté à extraire une incisive inférieure. Ça, c'est ce qu'on appelle le compromis, c'est-à-dire on ne va pas extraire des prémolaires comme un adolescent, mais on va extraire une incisive inférieure de façon à rendre le traitement mandibulaire plus facile. Par contre, on va traiter vraiment la supraocclusion, l'égression de tout le secteur incisivo-canin maxillaire. Il faut savoir qu'à l'arcade mandibulaire, il faut, vu la mobilité des dents, vu l'extrême fragilité, utiliser des forces légères. En aligneur, comment on utilise des forces légères ? Eh bien, au niveau du clean check, on diminue la vélocité du mouvement, c'est-à-dire que le mouvement est moins rapide. On fait porter les gouttières 10 à 15 jours. On fait attention finalement aux dents d'ancrage, c'est-à-dire qu'on va segmenter le traitement. On va utiliser des dents postérieures qui ne vont pas bouger sur le clean check et on va déplacer progressivement les dents antérieures. Et ça, c'est la vraie segmentation du traitement qui est plus difficile à réaliser avec un appareillage multibag fixe, puisque le multibag fixe, il prend toute l'arcade. Donc ça, c'est vraiment tout le travail du clean check en amont, d'expliquer aux patients, celle-ci ne va pas bouger parce qu'elle est trop fragile. Et il y a un facteur tissulaire très important qu'un auteur très connu qui s'appelle Melsen, c'est que quand vous n'avez pas d'os, eh bien, la moindre force sur la dent la fait sortir de son alvéole. C'est physiologique. Et je vois dans les aligneurs un outil précieux pour contrôler cette force. Et même Melsen, il y a déjà 30 ans, disait qu'il faut exercer une force légèrement ingressive. Et cette ingression, elle est fournie par les aligneurs. Donc là, je vois dans les aligneurs un allié précieux, puisqu'on sait que l'épaisseur du polymère vient maîtriser verticalement la dent. Ensuite, le traitement, vous voyez, pourquoi je vous ai présenté, c'est qu'il est très complexe, parce qu'on est au-delà des limites de l'aligneur, puisqu'on a des ingressions, c'est-à-dire des ingressions considérables. Donc d'abord, pourquoi c'est assaini ? Parce que Melsen la même a dit que quand on remonte une dent dans son alvéole, quand on ingresse la dent, eh bien on peut, si ce n'est pas assaini, faire passer la plaque du supragingival à sous-gingival et venir perdre de la tache épithéliale. Donc, on a besoin de cet assainissement pour un mouvement qui est d'une grande amplitude. Donc, vous voyez ici qu'on a positionné des mini-implants. Donc, ça, c'est un raisonnement qui est protocolisé, c'est-à-dire je fais une radio, je vois où je peux mettre les mini-implants, mais je vois surtout si le secteur anatomique me permet de placer les mini-implants là où je veux, puisque c'est entre les racines. Et je veux des mini-implants qui soient très antérieurs et très postérieurs. Et là, on revient sur ce que dit Pierre Marc, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui sont risqués pour le parodonte, et tous les mouvements qui consistent à faire beaucoup d'expansion, beaucoup de mouvements vers l'avant, beaucoup de mouvements vers l'extérieur, c'est-à-dire expansion, vestibuloversion, sont dangereux. Et les mini-implants viennent en plus sécuriser le mouvement et venir se prémunir de toute dégradation du parodonte. Donc vous voyez que c'est un peu complexe quant à l'utilisation de la gouttière, puisque finalement les élastiques sont positionnés sur la gouttière. Donc ça veut dire qu'il faut un patient qui comprend très bien qu'avant de manger, il enlève les élastiques, il enlève sa gouttière, puis après il remet les élastiques, etc. Donc c'est très contraignant. Mais en même temps, il a une esthétique du traitement qui est préservée, même si on voit les élastiques qui passent. Donc là, il y a des mini-implants. C'est un traitement à 6 mini-implants, parce qu'il y a beaucoup de travail maxillaire et mandibulaire. C'est le cas des situations difficiles. Il y a souvent 6 mini-implants. Donc ces 6 mini-implants sont positionnés dès le début du traitement et sont coordonnés avec l'aligneur. La diapo d'après, vous voyez la fin du traitement, vous voyez avant-après, sur un traitement qui, il n'y a pas si longtemps, était considéré comme inaccessible aux aligneurs. Donc là, il y a une évolution qui se fait. Quand j'ai commencé les aligneurs, c'était des cas simples. Maintenant, on arrive avec des cas complexes.
Donc là, on a quelque chose qui est très satisfaisant avec un patient et un traitement qui finalement a été d'1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi. Et en fait, pourquoi c'est un traitement accessible aussi, c'est parce que vous voyez qu'il y a une relation molaire au départ qui change très peu. Donc ça, c'est les cas les plus faciles. Évidemment, quand les relations sagittales sont très dégradées, on peut faire appel même au chirurgien maxillofacial. Effectivement, ça nous permet de mieux comprendre en illustrant tout ce qu'on a expliqué jusque-là. Une dernière question peut-être pour conclure. Comment est-ce que vous imaginez chacun le futur de la prise en charge multidisciplinaire ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont nécessaires pour vous dans les évolutions à venir ? On a évoqué la radio tout à l'heure, qui pourrait peut-être être un peu plus intégrée. Nous, ça va être, je pense, peut-être plus sur l'implantologie, qui est une autre discipline qui peut rentrer, où on pourrait avoir un lien un peu plus facile que c'est le cas aujourd'hui sur la prévisualisation des traitements tels qu'ils seront, pour peut-être anticiper un peu mieux. Ça peut se faire aujourd'hui, mais c'est compliqué. Ça implique quand même des connaissances informatiques que je trouve un peu trop complexes de pouvoir avoir des guides pour prévisualiser la position des implants à long terme. Et faire gagner encore un petit peu de temps après, ça c'est de l'efficience, parce qu'on rend un grand service à ces patients, vraiment. Pour ma part, je pense que dans la prévisualisation, oui, le cone-beam et l'évaluation du contexte osseux sera intéressant. Actuellement, on peut intégrer les racines, on peut intégrer le cone-beam évidemment dans le ClinCheck, mais on n'a pas l'évolution évidemment au cours du traitement, et l'évolution ou la prévisualisation de ce qui va se passer, ça me paraît assez complexe, mais peut-être qu'un jour ça se réalisera. Peut-être l'étude de la densité osseuse. Déjà, on a beaucoup d'informations avec le cone-beam qui sont tout à fait nouvelles et intéressantes. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Merci de nous avoir donné autant d'informations sur ce qu'est la multidisciplinarité. On a bien compris les clés d'une collaboration qui semble en tout cas très réussie entre vous deux. Merci de nous avoir reçus ici à Bordeaux. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans ton cab. Dans ton cab par Align Technology, c'est le podcast qui tous les mois vous plonge dans le monde de l'orthodontie grâce à des invités experts. Vous pouvez nous retrouver sur votre plateforme de streaming préférée en audio et en vidéo sur YouTube. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à laisser un commentaire. Nous les lirons avec attention. C'était dans DENT Ton Cab, le podcast des orthos pour les orthos.